Salam alaikum. Bonjour dans cette deuxième session du cours d'ISP, chapitre numéro 2, donc destiné aux étudiants d'électronique, Université Borj Barelej. Aujourd'hui, donc, on va commencer le chapitre numéro 2. On commencera par le principe de l'échantillonnage et la quantification, les types de quantification. Donc, pour commencer, supposons qu'on a un signal continu x de t. Comme on l'a vu déjà dans la session précédente, donc il doit passer par un convertisseur analogique numérique, ensuite par un processeur numérique, donc pour faire un traitement numérique. Donc ce processeur peut être un DSP, un microcontrôleur, ou un microprocesseur ou autre processeur, pour obtenir un signal ici numérique. Donc on passe du temps continu vers le temps discret. Donc c'est une discrétisation du temps. Donc cette discrétisation du temps, c'est ce qu'on appelle l'opération d'échantillonnage. Mais aussi la discrétisation, elle n'est pas effectuée seulement en temps, mais aussi en amplitude. Lorsqu'elle est faite en amplitude, là on parle de quantification. Aussi, il faut noter que le signal analogique à l'entrée doit avoir une bande limitée. Donc, pour avoir une bande limitée, donc, il nous faut un filtre analogique anti-repliement qui doit être placé avant le convertisseur analogique numérique. Pourquoi a-t-on besoin de ce filtre passe-bas à l'entrée du convertisseur analogique numérique? Parce que en pratique, donc en réel, donc le signal analogique, il a une bande passante, donc un spectre donc infini. Cela est ajouté par les différents signaux qu'on peut rencontrer, qui peuvent se mélanger ou interférer avec le signal, mais aussi avec les différents bruits présents à l'entrée. Donc en utilisant un filtre analogique anti-repliement à l'entrée, on va limiter la bande passante du signal analogique. Donc dans ce cas, la bande elle est limitée avec un filtre passe-bas qui aura une fréquence de coupure qui aura une fréquence de coupure égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Pour rester dans le théorème de Shannon, le théorème d'échantillonnage qu'on va voir après. Donc là, l'échantillonnage, comme on l'a dit, c'est une discrétisation dans le temps et c'est une opération réversible. Pourquoi elle est réversible? Parce qu'elle ne touche pas la valeur ou l'amplitude du signal échantillonné. Quant à la quantification, c'est une discrétisation des amplitudes du signal. Elle est non réversible parce que, comme vous le voyez, donc, la valeur quantifiée, elle n'est pas toujours identique à la valeur originale du signal. Donc, il y a des niveaux de quantification à suivre et ces niveaux-là diffèrent de la valeur réelle du signal. Donc, il y a une perte d'information. Et quand on dit une perte d'information, donc il y a un bruit de quantification qu'on pourra estimer. Commençons par l'échantillonnage. Donc, comme on a dit, l'échantillonnage est une discrétisation d'un signal dans le temps. Donc, cela consiste à prendre des échantillons à un intervalle régulier. Cet intervalle, il suit une période d'échantillonnage qu'on note grand TE. Donc, grand TE, c'est une période d'échantillonnage. Donc, à des intervalles réguliers, donc on multiplie par n, donc n égale à 0, donc à 0, à TE, à 2 TE, etc. Donc, c'est des intervalles réguliers d'échantillonnage. Quand on dit donc période, donc on a une fréquence d'échantillonnage. Donc, la fréquence d'échantillonnage, elle est égale à l'inverse de TE. Et son unité, c'est Hertz, bien sûr, ou échantillon par seconde. Un échantillonneur peut être modélisé physiquement comme un interrupteur qui se ferme
ou qui est actionné à un intervalle régulier, TE. Donc, dès que l'interrupteur se ferme, donc on a un échantillon. On récupère un échantillon du signal continu x de t. Si on essaie de modéliser cela mathématiquement, donc dans le domaine temporel, donc si on travaille dans le domaine temporel, donc là nous avons notre signal continu analogique, donc x de t. Et là, nous avons un signal peine de Dirac. Donc, il est constitué d'une suite de Dirac. À la sortie, on obtient notre signal échantillonné. Donc, comme on le voit ici, c'est une simple opération de multiplication entre le signal continu et le peine de Dirac. Donc, cela peut être vu dans les expressions suivantes. Donc, en rouge, on obtient enfin un signal x de t multiplié par un peine de Dirac qui est retardé donc à chaque intervalle NTE. Dans le domaine fréquentiel, donc comme on le sait, une multiplication dans le domaine temporel, c'est un produit de convolution dans le domaine fréquentiel. Donc là, ce qu'on voit en rouge, donc notre signal donc multiplié par le spectre de peine de Dirac. Et on obtient enfin notre signal échantillonné. Et comme on voit ici, le spectre, il est, on va dire, périodique. Maintenant, le théorème de l'échantillonnage, ou le théorème de Shannon. Pourquoi ce théorème existe? Parce que là, comme on a vu, donc il y a une fréquence d'échantillonnage. C'est celle-là. Cette fréquence d'échantillonnage, donc, on n'a pas le droit de choisir n'importe quelle fréquence d'échantillonnage. On va voir pourquoi. Et c'est le théorème de l'échantillonnage, le théorème de Shannon, qui permet d'expliquer cela. Il y a ce qu'on appelle le repliement du spectre. Là, on voit qu'il y a un repliement du spectre. Dans ce cas, en bleu, il n'y a pas de repliement spectral ou de recouvrement spectral. Mais là, il y a un recouvrement spectral. Que veut-on dire par repliement spectral? Comme on l'a vu précédemment, donc, la convolution entre le peine de Dirac, enfin le spectre du peine de Dirac, et le spectre de notre signal, donc on obtient un spectre, à un intervalle NFE, donc un multiple de la fréquence d'échantillonnage. Mais lorsque la fréquence d'échantillonnage elle est inférieure à 2 fois la fréquence max du signal à échantillonner, dans ce cas, les trois spectres se sont repliés sur eux-mêmes, ce qui va créer un problème lors de la restitution du signal original. Ce phénomène est appelé en anglais aliasing ou en français un repliement ou recouvrement spectral. Cela arrive donc lorsque la fréquence d'échantillonnage elle est strictement inférieure au double de la fréquence max du signal à échantillonner. Lorsque la fréquence d'échantillonnage elle est supérieure ou égale à 2 fois la fréquence max du signal à échantillonner, donc là, on n'a pas un problème de repliement spectral. C'est ce qu'on appelle le théorème de l'échantillonnage ou le théorème de Shannon. Prenons l'exemple suivant. Là, on a un signal continu. On le voit avec un trait continu. Ce signal continu, il a une fréquence de donc 0,025 soit 40 Hz. Donc on prend la période là, donc 0,025. Donc le 1 sur 0,025, ça donne 40 Hz. Donc on a un signal qui a une fréquence max, F max, de 40 Hz. Et si on essaie
d'échantillonner ce signal. Donc, on va suivre ces points-là. Donc, c'est les périodes d'échantillonnage, plutôt les intervalles d'échantillonnage. Si on essaie de calculer la période d'échantillonnage, donc entre ces deux intervalles, on a 0,01. Donc là, on a une fréquence d'échantillonnage égale à 100 Hz. Donc là, le théorème de Shannon, ou le théorème d'échantillonnage, il est satisfait. Lorsque la fréquence d'échantillonnage elle est inférieure à 2 fois Fmax, là, on voit bien que le signal reconstitué, il est totalement différent du signal original. Ce qui provoque donc le phénomène de repliement spectral ou le recouvrement spectral. Donc c'est facile à comprendre, donc il n'y a pas beaucoup de choses à savoir sur le théorème de l'échantillonnage. Maintenant, passons à la quantification. Donc après l'échantillonnage vient l'étape de la quantification. Donc dans un convertisseur analogique numérique, donc ce qu'on a dit, on passe par un filtre qui permet de limiter la bande, donc un filtre passe-bas avec une fréquence de coupure égale à la fréquence d'échantillonnage divisée par 2. Ensuite, on effectue notre échantillonnage et après avoir fait l'échantillonnage, on passe à l'étape de quantification qui est une étape irréversible et qui va faire discrétiser les amplitudes du signal en utilisant des niveaux de quantification. Ces niveaux peuvent être identiques aux amplitudes du signal original ou elles peuvent être approximatives, donc proches de la valeur originale. Il existe 3 types de quantification. La quantification uniforme, appelée aussi linéaire, parce qu'elle comprend un pas de quantification uniforme ou constant. Une quantification non uniforme, dans ce cas, le pas de quantification n'est pas constant. Et il y a aussi une quantification spéciale qui s'appelle la quantification logarithmique, utilisée en téléphonie et beaucoup en audio, qu'on verra après. Donc, commençons par les principaux notions qu'un étudiant doit savoir sur la quantification. Donc, il existe le pas de quantification. Que veut-on dire par un pas de quantification? Regardons cette figure-là. Donc, on a un signal x de t. Et là, on voit c'est des niveaux de quantification. Donc, ces traits-là, c'est des niveaux de quantification. Donc, la différence entre deux niveaux, c'est ce qu'on appelle le pas de quantification qu'on note delta. Donc, deux niveaux adjacents en quantification. Donc, cette valeur-là, elle est notée delta et représente le pas de quantification. Dans le cas de la quantification uniforme, comme on a dit précédemment, la quantification uniforme, elle est caractérisée par un pas constant. Donc, le pas ici, il est constant et ne change pas. Aussi, le calcul de ce pas, il est donné par l'expression suivante. Donc, Vref plus moins Vref moins sur 2 à la puissance n. N, c'est la résolution du convertisseur analogique numérique en bits. Donc, chaque convertisseur analogique numérique a une résolution en bits. Donc, combien il est capable de représenter un échantillon par bit. Plutôt, combien de bits peuvent représenter un échantillon. Donc, plus n est grand, donc plus le convertisseur analogique numérique s'approche du signal original. Donc, plus la précision augmente. Que veut-on dire par Vref plus et Vref moins? Donc, c'est les valeurs de référence positives et valeurs de référence négatives du signal. Donc, on doit prendre deux valeurs de référence. Vous avez déjà utilisé cela, par exemple, lors de vos projets sur les microcontrôleurs de chez Microchip, les microcontrôleurs PIC.
Là, vous avez utilisé un VRF- de 0 et VRF plus de 5 volts. Donc là, vous avez admis que votre quantificateur va quantifier un signal de 0 à 5 volts et diviser cela en plusieurs niveaux. Ça dépend de la résolution du convertisseur analogique numérique que vous avez utilisé. Et sur les pics que vous avez utilisés, donc vous avez sûrement vu que le n égale à 10. Donc on a 1024 niveaux de quantification, ce qui est suffisant pour des applications de routine. Mais pour avoir plus de précision, donc on peut monter en niveau. Aussi, on trouve des quantificateurs unipolaires et bipolaires. Donc, que veut-on dire par quantificateur unipolaire et bipolaire? Donc, si on a un quantificateur unipolaire, dans ce cas, la variation, elle est variée de 0 à une tension lambda. Mais pour le bipolaire, donc, on a des niveaux de quantification négatifs. Donc, c'est ça la différence entre un quantificateur unipolaire et un quantificateur bipolaire. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur cela. Aussi, comment déterminer ces pas de quantification et calculer la valeur quantifiée? Donc, que l'on note x de q. X de q, c'est la valeur du signal ou l'échantillon quantifié. Donc, on a l'échantillon qui n'est pas encore quantifié. Quand on veut le quantifier, on le note x de q. Et il est égal à VRF- plus i multiplié par delta. C'est un indice qui nous indique quel niveau de quantification à utiliser. Et comment calculer ce i? Donc, x de q dépend de i. Donc là, i égale round x moins VRF- sur delta. Que veut-on dire par round? Donc, en anglais, c'est l'arrondi. Donc, on utilise round, la fonction round. Vous avez déjà utilisé cette fonction dans vos plusieurs séances précédentes sur la programmation, sur MATLAB ou en C, C++. Donc, une fois qu'on a calculé U, on peut obtenir x de q, parce que delta, il est constant, il ne change pas, donc on le connaît. VRF- aussi, il est constant, il ne change pas au cours de la quantification. Donc, tout ce qui est variable ici, c'est le niveau de quantification ou l'indice du niveau de quantification. Si on essaie de représenter tout ce qu'on a dit là par un schéma ou par un signal, donc on retrouve ce signal de type escalier ici. Comme on voit ici, il est linéaire. Donc cette quantification, elle est linéaire ou uniforme. Donc sur l'axe des abscisses, on a les niveaux de quantification, les valeurs des niveaux de quantification. Donc 0, delta, 2 delta, 3 delta, etc. jusqu'à 8 delta. Pourquoi on s'est arrêté à 8 delta? Parce que ce convertisseur analogique numérique, il a une résolution de, vous l'avez deviné, de 3 bits. Donc 2 à la puissance 3, ça nous donne 8 niveaux. Si on avait 10 bits, comme vous l'avez vu sur le microcontrôleur PIC, donc on aura 1024 niveaux. Unipolaire ou bipolaire, c'est à vous de décider en fonction de VRF- et VRF+. Aussi, sur l'axe des ordonnées, on trouve aussi les mêmes niveaux de quantification avec les codes correspondants, parce qu'après la quantification vient l'étape du codage. Donc ce codeur, c'est un quantificateur unipolaire, donc 0, 0 représente la valeur 0, 0, 0, 1, les niveaux delta, 0, 1, 0, le niveau de delta, etc., jusqu'à arriver à cette delta qui représente la résolution maximale qui est de 1, 1, 1 en binaire. Aussi, comme on le voit ici, il existe une erreur de quantification. Parce que là, si on prend une valeur, si elle arrive au milieu, donc on a une erreur de delta sur 2. Cette erreur de quantification, elle est provoquée par le pas de quantification qui est constant. Donc le pas de quantification ne change pas en fonction du signal
parce que le signal, son amplitude, elle est variable, mais les pas de quantification sont des pas, c'est un pas constant, donc il va nous donner des niveaux constants, donc des amplitudes constantes. Donc, on peut tomber sur des amplitudes identiques aux valeurs originales, mais aussi tomber sur des valeurs d'amplitude qui sont différentes des valeurs originales. Mais le maximum de déviation par rapport à la valeur originale peut être de delta sur 2, comme on le voit ici, parce que le niveau il se situe au milieu. C'est ce qu'on appelle l'erreur ou le bruit de quantification. C'est pour cela qu'on dit que la quantification n'est pas une opération réversible. Donc, lors de la reconstruction du signal, donc en utilisant un convertisseur numérique analogique, l'approximation des valeurs implique une erreur de quantification que l'on note EQ. Cette erreur, elle est uniformément distribuée sur l'intervalle de moins delta sur 2 sur delta sur 2. Donc, comment on l'a calculé? Donc, l'erreur de quantification, on prend l'échantillon quantifié moins l'échantillon non quantifié. Donc, la valeur de l'échantillon quantifié soustraite à la valeur de l'échantillon non quantifié. On aura toujours une erreur de quantification qui ne sortira pas de l'intervalle suivant. Cette erreur de quantification, si on essaie de la représenter, ici, elle ressemble à un signal de dents de scie qui varie de moins delta sur 2 jusqu'à delta sur 2, avec une espérance aux moyenne du signal de égale à 0. Donc, comme on voit ici, cette erreur de quantification, comme il existe une erreur de quantification, donc elle implique un bruit de quantification. Et quand on parle de bruit, donc il y a un rapport signal sur bruit. Vous avez déjà connu le rapport signal sur bruit SNR. Donc SNR, vous l'avez déjà connu, SNR, pour les différents signaux que vous avez déjà étudiés, en ajoutant par exemple un bruit blanc gaussien. Mais il existe aussi un bruit de quantification qu'on appelle SQNR. SQNR, c'est le rapport signal sur bruit de quantification. SQNR veut dire en anglais Signal Quantization Noise Ratio. Donc c'est le rapport signal sur bruit de quantification. Donc en pratique, le bruit de quantification, il dépend du pas de quantification. Comment on sait cela? C'est en calculant la puissance moyenne du bruit de quantification. Donc si on prend ce signal de l'erreur de quantification et on calcule sa puissance moyenne, on tombe sur cette expression-là. Donc, on ne va pas démontrer cela sur cette séance, parce que ce qui est important ici, c'est de comprendre ce principe de quantification et de l'échantillonnage. Donc, on trouve que delta carré sur 12, c'est la puissance du bruit de quantification. Et puis si on prend un signal, par exemple, c'est un sinusoïdal, donc là, on trouve la puissance du signal. Donc, la puissance moyenne du signal, c'est la valeur efficace au carré. Donc, c'est connu cela. Donc, on passe au calcul du SQNR. Donc, comment calculer le SQNR? Donc, c'est simple. C'est comme on calcule le bruit, le rapport signal sur bruit au SNR, Signal to Noise Ratio. Donc, on prend, là, on a l'expression, on divise soit la division de la puissance du signal ici, donc la puissance du signal qu'on va noter S, divisé par la puissance moyenne de l'erreur de quantification. Et si on veut avoir cela en décibels, donc, enfin, j'ai pas pu écrire cela correctement, donc, SNR, le SNR en décibels
Donc c'est 10 log de 10 puissance du signal divisé par puissance du bruit. Donc dans ce cas-là, on a le SQNR, donc on ajoute le Q là. Donc là, ça devient non B et le non, et ça devient l'erreur de quantification, donc la puissance de EQ. Donc si on fait ce calcul-là, on arrive à cette expression simplifiée. Et il faut noter que cette expression est pour le SQNR, donc 10,79 plus 20 log 10, la valeur efficace sur delta. On peut remarquer ici que le bruit de quantification dépend de deux choses. Comme on le sait, plus le bruit de quantification, le rapport entre le signal et le bruit de quantification, plus il est élevé, donc plus notre quantificateur il est précis. Donc le signal quantifié est très approché du signal original. Donc là, on voit que le SQNR dépend de la valeur efficace du signal, mais aussi du pas de quantification. Donc plus le pas il est grand, donc le SQNR va diminuer. Et là, plus la valeur efficace du signal elle est grande, et plus le SQNR va augmenter, et vice-versa. Donc, il dépend du pas de quantification et de la valeur efficace du signal, donc de la dynamique du signal. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur le rapport signal sur bruit de quantification. Aussi, il existe la quantification non uniforme. Ce qu'on vient de voir là, il est valable seulement pour la quantification uniforme. Quand c'est de la quantification non uniforme, quelle est la différence avec la quantification uniforme? La seule différence, c'est que le pas de quantification n'est pas constant, mais il est différent en fonction du niveau de quantification. Donc, par exemple, on peut choisir un pas de quantification grand pour les grandes amplitudes du signal, et pour les petites amplitudes du signal, on choisit un pas de quantification qui est petit. Donc, pour réduire l'erreur de quantification. Parce que l'erreur de quantification dans le rapport de signal sur bruit de quantification sur la quantification uniforme, donc il est plus important que sur la quantification non uniforme ou la quantification logarithmique. Alors, c'est quoi la quantification logarithmique? La quantification logarithmique, elle permet d'avoir un pas de quantification qui s'adapte en fonction du signal. Elle est très utilisée dans la téléphonie mobile. Elle utilise un principe de compression-expansion d'amplitude, ce qui permet de rendre le niveau du rapport signal sur bruit, donc le SQNR en décibels, il devient constant, donc l'erreur devient constante. Il existe deux lois dans le monde, c'est la loi mu et la loi A. La loi mu, elle est utilisée en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, et la loi A, elle est utilisée dans le reste du monde, et en particulier en Europe. Les circuits qui implémentent ce type de quantification, on les appelle les compounders. Donc les compounders parce qu'ils permettent de faire la compression et l'expansion. Donc compounder vient de compressor expander. Donc compression expander. C'est quoi le principe de la quantification logarithmique? Donc on a un signal à l'entrée x. On fait une compression d'amplitude selon une échelle de quantification qui n'est pas linéaire comme on l'a vu précédemment. Donc c'est une échelle logarithmique. Cette échelle logarithmique, elle permet aux amplitudes
qui ont aux grandes amplitudes, donc les amplitudes proches de la valeur maximale, d'avoir un pas de quantification large. Et ceux qui ont une valeur très petite, donc qui sont sous l'influence du bruit, là, elles ont un pas de quantification très petit. Donc, il y a une compression de l'amplitude. Après cette compression de l'amplitude, on entame une étape de quantification uniforme comme on l'a vu précédemment, donc une quantification uniforme. Donc là, on a changé le signal, mais sans perdre d'information, et c'est pas très complexe. Cette opération n'est pas complexe, donc comme on laisse entendre. Et on passe ensuite à l'expansion. Donc on fait l'opération inverse. Donc on peut résumer cela, ce système-là, donc par l'expression suivante. Bon, cette quantification logarithmique, donc elle n'est pas aussi simple que cela. Donc j'ai fait juste un slide sur cela, mais elle n'est pas très importante au cours de ce module. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur cela, donc vous voyez les références que j'ai mis, les livres que j'ai mis en référence sur le début de ce cours, et aussi pour approfondir vos connaissances sur la quantification logarithmique, parce que l'objectif de ce module, c'est les DSP, donc les processeurs de traitement numérique du signal. Donc là, cette séance est terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser un commentaire sur la vidéo ou me contacter directement sur mon email professionnel. Je vous laisse donc à la prochaine séance, Inch'Allah. Et pour information, la prochaine séance, on entamera l'arithmétique à virgule fixe, donc les anti-signés, les anti-non signés et le format Q, donc le codage au format Q des nombres fractionnaires. Salam alaikum.